Bonsoir à tous. Pour ce débat autour de l'élection en Iran, qui s'est donc tenu le vendredi 19 mars, un débat qui se fait en collaboration entre l'IREMO, les Lettres persanes et Radio France Internationale. Donc Hassan Rouhani l'a emporté avec, alors je parle sous votre contrôle, à l'un et à l'autre, et que je vais vous présenter tout de suite après une rapide introduction. 57% des voix, semble-t-il, face donc au conservateur Ebrahim Raïssi, qui a lui obtenu 38% des suffrages. C'est une belle victoire, somme toute, pour Hassan Rouhani, qui a, d'une certaine manière, magistralement transformé l'essai, puisqu'il est donc élu pour un second mandat de 4 ans, avec une confortable majorité de votants par rapport à sa première élection en 2013. Hassan Rouhani gagne 5 millions de voix. Ce qui va être intéressant pour ce second mandat, c'est de voir comment et avec quels moyens il va pouvoir poursuivre sur la voie de l'ouverture économique et peut-être d'une certaine dose de libéralisme politique. C'est à voir, évidemment. Dans un contexte international qui a été marqué, on l'a bien noté dans la presse française, l'élection iranienne qui se tenait le même jour où Donald Trump, le nouvel occupant de la Maison-Blanche, arrivait en Arabie Saoudite pour sa première étape de son premier voyage à l'étranger. C'est une façon, je pense, pour le locataire de la Maison-Blanche de marquer le terrain et peut-être de préciser son choix de politique étrangère dans la région. Nos deux invités pour débattre sur cette élection d'Hassan Rouhani, nous avons Bernard Hourcade, qui est juste à ma gauche. Bernard Hourcade, qui est directeur de recherche au CNRS et auteur de nombreux ouvrages, dont une géopolitique de l'Iran. Et Rouhollar Chassavar, qui est fondateur et directeur des Lettres persanes et journaliste. Bonsoir à chacun. Bonsoir. Bernard Hourcade, je vous laisse la parole pour cette première analyse de l'élection de la réélection d'Hassan Rouhani. Merci. Alors, j'aurais voulu vous présenter ce soir, puisque j'ai fait de la géographie, une carte du résultat des élections. Malheureusement, on n'a pas les résultats détaillés par région et par province, quelques sondages simplement. Et donc il faudra refaire un autre débat d'ici 15 jours lorsque le ministère de l'Intérieur iranien aura publié les détails. Mais vous verrez cela sur le site irancarto.cnrs.fr où vous aurez toutes les informations. Cette élection, je crois, est intéressante parce que concrètement, Rouhani n'a pas gagné avec 90% des voix. C'est un bon résultat qu'il n'ait pas 90% des voix. Ça aurait signifié, dans ce cas-là, qu'il y avait une élection un peu truquée, une élection émotionnelle, avec un candidat qui l'emporte et les autres sont écrasés, ce qui ne correspondait pas du tout à la réalité politique de l'Iran, qui est un pays sophistiqué de 80 millions d'habitants, avec des gens de droite, de gauche, du centre. Bref, un paysage politique qui s'est révélé être un paysage assez banal, finalement, d'un pays où il y a un tiers de la population, grosso modo, qui est conservatrice, nationaliste, populiste, traditionnelle, et les deux tiers qui sont, ou plutôt un tiers qui veut des changements rapides, et au milieu un troisième tiers qui, en fonction des circonstances, soutient le mouvement ou la marche, j'oserais dire, ou pas. Une situation qui est finalement très comparable à ce que l'on voit en Grande-Bretagne, en France ou en Hongrie, et dans combien de pays, ou même aux États-Unis. Donc le fait qu'il ait remporté les élections avec une franche majorité, mais non pas une unanimité, est le gage, à mon avis, d'une maturité politique de l'Iran qui est assez exceptionnelle. L'Iran, depuis 40 ans bientôt, est une république, avec tous les guillemets qu'il faut à la république. Mais ne pas oublier que les révolutionnaires de 1978-79, c'est-à-dire la révolution iranienne, n'ont pas la prise du pouvoir par le clergé à partir de 1980 et de la guerre Irak-Iran notamment. Les slogans étaient indépendance, liberté, république islamique. Autrement dit, ces espoirs de changer un système politique ont évidemment beaucoup de mal à se mettre en place. Mais en France, nous avons fait une révolution en 1789 et ce n'est qu'en 1871 que la République a été vraiment instaurée. Donc si les Iraniens, en 37 ans, ont réussi à faire ce que les Français ont fait en 80 ans, c'est pas si mal. Autrement dit, on a une république en Iran et le fait que Rouhani aujourd'hui
ait réussi à, dans le calme, par des élections qui se sont bien déroulées, sans contestation majeure, je crois, à l'emporter avec une politique qui confirme effectivement l'accord sur le nucléaire du 14 juillet 2015, qui est une révolution dans la politique iranienne, puisque pour la première fois, le guide a autorisé, et c'est le guide qui a autorisé cela, contraint et forcé peut-être, mais il a autorisé, il a su évoluer et faire des concessions, et le guide a autorisé une discussion avec les États-Unis et l'ouverture internationale du pays. Autrement dit, cette élection, c'est à la fois une preuve de la maturité de la politique iranienne à l'intérieur. Le système marche bien. Pas simplement les protestataires, non, le système politique sait s'adapter et sait reconnaître un vainqueur de façon pacifique. Ça contraste évidemment avec ce qui s'était passé en 2009, où ils avaient essayé d'imposer un résultat qui ne correspondait pas à la réalité. Donc, maturité politique de la République, maturité d'un projet de société, un projet culturel, un projet économique, un projet international sur lequel je reviendrai. Deuxième fait important, je crois, le guide. On dit toujours en Iran, oui, la société iranienne évolue, elle est moderne, etc. Mais hélas, le guide et le système clérical empêchent toute évolution. Écoutez, le fait est là. Le guide préférait peut-être ne pas avoir d'accord sur le nucléaire tel qu'il a été fait avec les États-Unis, aurait préféré d'autres candidats que M. Rouhani, mais concrètement, d'autres candidats, Rouhani l'a emporté et le guide a accepté, en tant que chef de l'État, la situation. Et donc, c'est un élément très important pour analyser et pour sortir un peu du système habituel auquel on fait face en disant « Oui, en Iran, ne vous inquiétez pas, de toute façon, les gens, ils causent, mais c'est le guide qui décide in fine, avec les gardiens de la Révolution, le clergé, les fondations, c'est lui le patron, et tout dépend de lui, et donc rien ne peut évoluer en Iran tant que le guide est là, et donc il faut changer le régime iranien ou tuer le guide. » Enfin, on a un débat qui est une absence de maturité. On ne regarde pas l'Iran comme un pays normal. C'est une espèce de république bananière, une espèce de dictature bizarre qui ne change que par des coups d'État. Ce n'est pas le cas. Et donc il faudrait qu'on pense à prendre en compte le fait que le guide est un personnage important dans l'équilibre des pouvoirs en Iran. Il établit une sorte de stabilité du système, mais il a été plus intelligent que le Shah. Le Shah, dans les années 76-77, on lui demandait un petit peu de démocratie. Donc il y aurait eu 30 députés communistes au Parlement. Alors, on disait que c'était impossible. Le Shah n'a pas bougé, résultat, il est tombé. Après 2009, le guide a constaté qu'il y avait des problèmes politiques sérieux à l'intérieur du pays. Il a été assez intelligent et habile pour prendre en compte cette opposition et accepter de discuter sur le nucléaire. Et donc la République islamique est beaucoup plus souple et capable finalement d'amélioration ou de discussion en fonction des rapports de force politiques qui sont imposés bien évidemment de l'intérieur ou de l'extérieur, mais c'est une réalité. Troisième réalité qui est proche de ce deuxième point, Monsieur Raïssi. Monsieur Raïssi est un jeune, peut-on dire, il avait 55 ans. Il a 55 ans. Un jeune religieux qui est issu du système. C'est un apparatchik. Ce n'est pas quelqu'un qui sort de Qom, qui a fait une thèse de théologie. Ce n'est pas un ayatollah, docte, qui a eu des étudiants, qui a travaillé la théologie pendant des années et qui, à son âge de maturité, est reconnu comme un ayatollah, un signe de Dieu. Non, c'est un homme de l'appareil. C'est un fonctionnaire, en quelque sorte, du système République islamique depuis 37 ans. Et preuve en est que la preuve est évidente qu'il n'a pas réussi à casser la baraque, à s'imposer comme un leader futur de l'Iran. Et donc quand on parle de lui ou d'autres dans le même genre comme un futur guide de la République islamique, il sera peut-être élu guide. Mais un guide qui n'aura jamais les mêmes fonctions, les mêmes pouvoirs, les mêmes réseaux, les mêmes relations que l'ayatollah Khomeini, bien évidemment, et que M. Khamenei, l'actuel guide, qui est un des fondateurs de la République islamique et qui, en 37 ans, 38 ans, a réussi à constituer un réseau politique, culturel, personnel et économique absolument considérable. Donc on peut considérer que ces élections, et le fait que M. Raïssi ne l'ait pas emporté, et n'ait pas vraiment eu un succès qu'on pouvait attendre, montre que la République islamique est en train d'évoluer en matière de Velayat Fari, le gouvernement du guide, qui peut rester très bien en place, mais tout avec un pouvoir beaucoup plus limité, parce que le rapport de force et la société iranienne, les circonstances imposent de nouvelles choses. Donc ces données sur la structure même de ces élections, la signification de ces élections, on va me dire que je suis un petit optimiste et toujours naïf comme d'habitude. Oui, mais dans un paysage où on connaît les difficultés, mais pleurer toute la journée en disant la dictature des mollahs, la dictature des mollahs, ça ne fait pas avancer les choses. Et on se rend compte qu'en Iran, les choses avancent, et ma foi, pas de façon négative. Alors, quelles vont être les conséquences immédiates de cela? Ou disons, ce qu'on peut espérer comme conséquence.
La première, elle est politique, c'est-à-dire qu'enfin on reconnaisse que l'Iran est un pays comme un autre, qui a ses difficultés et ses problèmes, mais aussi ses capacités d'être un État sérieux, de changer de politique normalement. Il n'y a pas besoin de faire un coup d'État comme en Égypte ou une révolution comme en Tunisie ou ailleurs pour changer le système. Et donc l'Iran est un pays stable, un pays sur lequel on peut compter, dans lequel il y a des gens sérieux, même si on n'est pas d'accord avec eux, qui sont capables de gérer le pays. Et ça, au niveau international, très important. Donc, que l'Iran soit pris au sérieux. Mais à l'intérieur même du pays, le premier problème pour M. Rouhani sera politique. En effet, il a prôné la démocratie, la liberté. Il y a eu des débats très violents sur les exécutions, sur la dureté de la police telle que Ralibaf, le maire de Téhéran, ou Raïssi l'a prôné. On se souvient que M. Raïssi, quand même, est soupçonné fortement d'être un des instigateurs des massacres de plusieurs milliers de prisonniers politiques en l'été 88. Donc, il faudra changer les choses. Jusqu'à maintenant, il n'est pas fait cela, cherchant un équilibre et désirant sauver à tout prix l'accord sur le nucléaire. Les droits de l'homme étaient restés à volo, la répression à l'intérieur n'avançait pas, l'économie n'avançait pas. Aujourd'hui, il a gagné son pari, c'est un véritable référendum. Donc il a les moyens politiques de prendre des décisions en matière de politique intérieure, de droits de l'homme, de liberté, de relance de l'économie. Il a un chantier politique extrêmement fort, notamment un des symboles étant la libération de Moussavi et Karoubi, les deux leaders des élections de 2009, qui sont toujours en prison de facto depuis 2009. Donc, défi politique. Défi économique aussi. Mais ce défi économique, il est lié à l'extérieur. Et aux paroles de son Excellence le Président des États-Unis, Donald Trump, l'autre jour, avant-hier, à Riyad, et aujourd'hui à Tel Aviv, disant que l'Iran est le pays fondateur, instigateur, financeur du terrorisme international. On sait très bien que l'Iran a fait les attentats du 11 septembre, Charlie Hebdo, Bataclan, Manchester hier. C'est l'Iran, tout le monde est bien d'accord là-dessus. On appelle cela aux États-Unis les vérités alternatives. Lors de son élection, de son inauguration, Trump avait dit qu'il y avait une foule bien supérieure à ce jour-là que lors de l'inauguration du président Obama. Alors que les photos montraient à l'évidence que le grand mall de Washington était aux 3/4 vide ce jour-là. Il a dit non, c'est vrai, c'est ma vérité qui est également vraie, c'est une vérité alternative qui n'est pas la vérité que vous voyez vous, mais c'est la vérité que je vois moi. Donc ces vérités alternatives posent un petit peu un problème. Mais au-delà de la boutade que ça représente, et du fait qu'il fallait, comme a dit très avec malice Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères, il dit est-ce que c'est la politique étrangère ou c'est une façon efficace de piquer 300 milliards de dollars à l'Arabie Saoudite. Bon, les contrats est évidemment importants, mais ça dépasse cela. Il y a effectivement aux États-Unis et en France, des gens qui pensent que l'Iran n'est pas un interlocuteur valable, que l'Iran est fondamentalement l'auteur de tous les troubles dans le Moyen-Orient, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, bien évidemment, au Yémen et partout. Ils ne pensent pas ils ne prennent pas en compte que c'est les chasseurs bombardiers saoudiens qui bombardent au Yémen et qu'à Raqqa comme à Mossoul, ce ne sont pas les troupes iraniennes qui occupent ces deux villes. Mais cette réalité, elle est forte. Il y a une hostilité à l'Iran qui est très viscérale. Les néoconservateurs, notamment en France, prenons le cas, ont été très actifs ces jours-ci, depuis quelques semaines, sachant que le gouvernement Macron était ouvert, il y avait donc de la place pour tout le monde, et il y a eu une ruée de tous les néoconservateurs français pour se placer dans les cabinets ministériels et dans tous les lobbies possibles et imaginables, disant il y a moyen de faire changer la politique française et effectivement de pousser le gouvernement français, dont la politique n'est pas encore bien établie, contre l'Iran et qu'il n'y ait pas de politique d'équilibre entre Iran et Arabie Saoudite. C'est un vrai risque. J'ai vu récemment une publication faite par une maison d'édition que je ne citerai pas, mais est extrêmement bien réputée, qui est faite concrètement par des lobbyistes américains, des lobbyistes des universitaires, que l'on voit hélas se commettre avec cela, un mouvement politique iranien qui, il y a peu de temps, était sur la liste des organisations terroristes, et dont on est un peu inquiet de cela. Une campagne actuellement anti-iranienne risque de se mettre en place parce qu'effectivement, la politique française va se définir. Et donc, ils vont jouer à fond cette carte anti-iranienne. Et là, pour que l'économie passe, il faut effectivement que les États-Unis soient mis face à leurs responsabilités. Pour l'instant, si l'économie iranienne n'est pas repartie après les accords du 14 juillet 2015, c'est parce que, certes,
l'économie iranienne n'est pas capable de recevoir cet argent-là, les réformes de structure à l'intérieur n'ont pas été faites, et Rouhani doit impérativement remettre en route l'économie iranienne, les structures de l'économie iranienne, les lois iraniennes, les pratiques économiques, la transparence des banques d'urgence pour qu'elles puissent recevoir l'argent. Mais deuxièmement, les États-Unis font une politique terroriste vis-à-vis des entreprises, notamment des banques internationales, leur interdisant de facto d'aller en Iran sous peine de sanctions. La BNP, là, pour en parler, de plusieurs milliards de dollars d'amende. Autrement dit, cette idée que l'Iran est un pays terroriste et le leader du terrorisme peut être de nature à empêcher la reprise des relations économiques. Or, s'il n'y a pas de reprise des relations économiques, ça veut donc dire que les Iraniens seront fatigués, qu'ils seront contre l'ouverture, qui n'a pas porté ses fruits, et que dans 4 ans, effectivement, il y a une situation différente, ce qu'espèrent fortement ceux qui, en France ou aux États-Unis, cherchent à saboter effectivement la renaissance iranienne. Donc ces élections ont tout pour réussir, mais il faut effectivement que tant en Iran, Rouhani prenne des décisions courageuses, des actes courageux, mais il faut aussi que des pays comme la France et l'Europe affirment vis-à-vis des États-Unis qu'on n'a pas le droit d'imposer à l'Europe des sanctions extraterritoriales comme le font les Américains. Et donc, à travers ces élections, c'est en fait un défi à la fois pour l'Iran et pour la France et l'Europe qui se met en place, à mon avis. Bon, je m'arrête là pour ensuite pouvoir en discuter. Merci Bernard Hourcade, avec peut-être cette question en complément de ce que vous venez de dire à l'instant sur la stratégie américaine finalement à venir, une stratégie dont le département d'État dit qu'elle est encore à l'étude à Washington, une manière peut-être de rappeler aussi que Trump n'est pas tout à fait décidé à préserver le deal nucléaire. Je passe la parole maintenant à Rouala Chassavar. Peut-être une réaction aussi à ce que vient de dire Bernard Hourcade, si vous souhaitez compléter son propos. Et sinon, vous tournez peut-être davantage sur la société iranienne face à cette élection. Bonsoir. Je pense que ce que je vais dire sera dans la continuité de ce que M. Hourcade vient de dire. Quelques jours avant les élections présidentielles, les journalistes de page de l'idée du journal du Monde m'ont demandé d'écrire quelques mots sur qu'est-ce que l'Iran peut apporter pour la société française. D'abord, pour moi, c'était une surprise parce que après avoir vécu à peu près 8 ans en France, et c'est la première fois qu'on me demande qu'est-ce que l'Iran ou un autre pays de tiers-monde peut apporter pour une société occidentale. Déjà, c'est vraiment réjouissant pour moi. Deuxièmement, en fait, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est et par rapport à mes expériences en France, moi quand je suis arrivé en France, j'ai essayé de suivre tous les mouvements et événements politiques et sociaux en France. Et ce que m'a frappé, et c'est à partir de ça, j'ai commencé mon argument. Je pense que déjà, l'Iran s'est réveillé de la sommeil de l'histoire assez tardivement par rapport aux pays occidentaux. Mais une fois se réveillés, les Iraniens, au milieu du 19e siècle, ils se sont précipités de faire quelque chose pour rattraper tous ces retards, parce que de toute façon, les Iraniens se croient supérieurs, très puissants, et nous sommes très importants. Mais une fois en face de tous les événements, tous les avancées en Occident, les Iraniens étaient choqués, mais quand même ils ont essayé de rattraper tous ces retards d'une manière que j'essaie de vous expliquer. Depuis à peu près au milieu des années du 19e siècle, on voit constamment les mouvements sociaux en Iran, et les mouvements politiques aussi, et ça cumule,
Et ce qui est très intéressant, c'est que la distance entre chaque mouvement important se réduire à chaque fois. Par exemple, le premier vrai mouvement politique en Iran, c'était un mollah qui s'est révolté contre l'importation du tabac pendant le règne de Nasser-Eddin Shah. Et puis la révolution constitutionnelle, quelques mouvements culturels après le changement de régime pendant la dynastie de Reza Shah, et puis la nationalisation du pétrole, le mouvement en fait, la première vague de mouvement de Ayatollah Khomeini à peu près 15 ans avant la révolution, et puis la révolution, la guerre, qu'à mon avis, c'est un mouvement populaire en Iran qui a mobilisé la société iranienne, qui a donné une identité, qui a vraiment contribué à forger une identité nationale en Iran. Et puis, l'arrivée au pouvoir des réformateurs à la fin des années 80, plus exactement en 1997, avec l'arrivée au pouvoir de Mohammad Khatami, le président réformateur. Et surtout, à partir de cette élection, chaque élection présidentielle se transforme comme un mouvement social ou politique. Un an avant l'élection de Khatami, en 1996 à peu près, il y avait une série télévisée qui s'appelait Pedar Salar, Patriarche, qui racontait l'histoire qui diffusait dans la télé nationale iranienne, qui racontait l'histoire d'une famille élargie à la traditionnelle iranienne, qui a un père à la tête de la famille, et tous ses enfants qui habitent dans la même une grande maison, mais une famille traditionnelle, qui ont tous le même profession, job, qui suivent en fait la profession du père, qui est chauffeur de taxi. Et le père donne tous à ses enfants. Mais le dernier enfant, le dernier garçon, qui se marie avec sa cousine, la chose qui est un tabou ici, mais ça, en fait, j'ai très choqué de voir la réaction des gens, mais ça se pratique en Iran. Il se révolte, et plutôt en fait c'est la fille qui se révolte, qui dit que je veux pas suivre la même pratique, je veux pas m'installer dans la maison de ton père, parce que voilà, nous sommes un couple, on va trouver notre job, t'es éduqué, moi aussi, tu peux trouver un job, et moi aussi, on va trouver notre maison, et ça crée une révolution dans la famille. Bon, ça a duré des épisodes et d'épisodes et d'épisodes. D'abord, ça crée vraiment une séparation entre les différents parties de la famille. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est que le père, les enfants et la famille en fait se réconcilient, et ils décident de trouver une autre solution, c'est-à-dire de ravager la maison qui était assez ancienne et construire un immeuble moderne. Et chaque enfant, s'il a envie, décide de s'installer dans un étage de la famille. Et c'est là, en fait, l'image de la société actuelle iranienne. Et ce qui est marrant, c'est que juste un an après,
on a l'élection arrivée sous prix de Khatami comme président. Et c'est encore la société iranienne. Pour moi, et à peu près, moi j'ai vu la même chose dans ma famille, bien après de cet événement. Et on voit à chaque élection, surtout présidentielle ou législative, l'émergence d'un mouvement et une facette de la société iranienne. À chaque fois, des attentes très précises et avancées par rapport à la dernière fois. Et cette fois-ci, moi, j'ai vu une société iranienne vraiment mature. Et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer dans mon papier dans Le Monde, que les Iraniens se sont, au cours de l'histoire, leur histoire moderne, ils ont réussi à apprendre de make deal avec la nuance de la vie, surtout la nuance de la vie moderne. Et c'est la raison pour laquelle on peut voir en Iran actuel, par exemple, un chef d'un mouvement politique qui est religieux, qui est un peu religieux pratiquant, et en même temps, il est un peintre abstrait. Et en même temps, il y a des partisans des mouvements de gauche ou les libéraux qui s'est réunis autour de lui pour apporter leurs attentes. Et cette fois-ci, on voit que, à la différence de, par exemple, l'époque de Mossadegh, que les activistes politiques n'ont pas pu dépasser le charisme d'un personnage nationaliste comme Mossadegh, qui est genre Jamal Abdel Nasser de l'Iran bien avant lui. Et du coup, ils n'ont pas pu continuer leur mouvement politique. Et cette fois-ci, les Iraniens ont pu faire ça. Et ils se sont réunis, je dis en fait une partie de la société iranienne, une partie progressiste de la société iranienne, qui se sont réunis autour d'un candidat qu'il y a 4 ans, il était flou. On ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'il va faire. La seule chose qu'on savait, c'est que Rouhani est un pragmatique, mais pas plus que ça. Et il s'inscrivait dans un courant plutôt conservateur que réformateur et progressiste. Mais on voit que les Iraniens, une grande partie progressiste de la société iranienne ont voté pour lui, mais avec un peu de pas trop de confiance. Mais cette fois-ci, on a vu que la société a changé. Rouhani lui-même a changé aussi. Et Rouhani, moi, je ne reconnais pas vraiment Rouhani d'aujourd'hui par rapport à Rouhani de 2009. Ses réactions après les manifestations de 2009. Et c'est comme ça que je pense que, surtout avec les nouveaux outils de communication, aujourd'hui, les Iraniens et l'ouverture de pays, il y a beaucoup de jeunes Iraniens qui sortent du pays, qui font leurs études en Europe, aux États-Unis. L'Iran a un taux très élevé d'immigration des jeunes éduqués. Soit il revient en Iran, que là maintenant on a une vague des étudiants iraniens qui reviennent en Iran après leurs études, ou après avoir... moi j'ai un ami ingénieur plusieurs amis ingénieurs qui travaillent chez Total, et là il y a beaucoup entre eux je vois qui rentrent en Iran. Et soit ils vont étudier enseigner dans les universités comme Sharif, qui est un peu MIT de l'Iran, ou ils vont lancer une start-up, ou ils vont travailler dans les grandes industries pétrolières. Ils voient que l'utopie de l'Occident
qu'on y croyait. Bon, c'est pas mal, c'est bien, on peut beaucoup apprendre, mais c'est pas aussi utopique que ça. Et on peut créer autre chose peut-être. Et je pense que surtout la nouvelle génération des Iraniens est sur ce chemin. Et moi, je traduis cette élection et son résultat à travers de ce que je viens de dire. Je pense que les différents composants de la société iranienne, d'un religieux pratiquant, un mullah comme Rouhani, jusqu'à des anciens communistes ou les communistes actuels, les intellectuels, les poètes, les peintres, les cinéastes, par exemple comme Asghar Farhadi, qui profite de l'occasion d'événements du Festival de Cannes de s'exprimer son soutien envers Rouhani. Ils se sont rendus compte que, OK, pour s'en sortir de tout ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran et surtout à l'extérieur de l'Iran, avec tout le bordel qui est autour de l'Iran, bon, il faut qu'on essaye de trouver une solution. On crée une solution, vraiment. Et il faut qu'on... Et là, c'est là qu'on voit que, par exemple, là tout à l'heure, je parlais qu'est-ce qui est réformateur et conservateur. Je pense que c'est un mouvement qui transforme les forces politiques aussi. J'ai parlé de transformation, de métamorphose qu'on voit avec Rouhani, mais par exemple, on peut parler de Ali Motahari, un ultra-conservateur, mais il y a 10 ans, mais qui est un principaliste, qu'il y a 10 ans, il était contre, voilà, par exemple, les mélanges des femmes, des étudiantes et des étudiants dans les universités, trop de mélanges, pas strictement des mélanges des filles et des garçons. Mais là, aujourd'hui, il s'est transformé comme il garde sa position traditionnelle. Moi, je suis traditionnel, mais moi, je suis pour la justice. S'il y a une prisonnier politique qu'on n'a pas exercé la justice envers lui, bah moi je m'oppose, je m'oppose sur le pouvoir judiciaire. Et on voit que ce champ des forces politiques est élargi et chacun. Hier, par exemple, il y avait Mohammad Khatami, il y avait Mir Hossein Moussavi, mais aujourd'hui, on voit que Hassan Rouhani a vraiment décidé de se trouver à la tête de ce mouvement et apporter un discours qui se réunisse des différents composants de la société iranienne. Voilà. Merci beaucoup. Alors peut-être pour relancer le débat et avant de vous laisser poser les questions que vous souhaitez poser, j'ai peut-être une question pour l'un et pour l'autre. Bernard Rocat, je vais peut-être revenir sur la question de la stratégie américaine. Et la question que je vous poserai peut-être tout à l'heure, c'est, on se rappelle qu'il y a 4 ans, Rouhani avait été élu sur un programme de rétablissement des liens avec l'Occident et d'apaisement des tensions sociales. Est-ce que, d'après vous, il a réussi et quels sont finalement les débats sociétaux qui ont cours aujourd'hui en Iran? Mais je vous laisse vous reposer un tout petit peu. Je passe la parole à Bernard Hourcade. Oui, Iran-États-Unis, bon, j'appelais ça le duel des deux diables. Chacun accusait l'autre d'être le diable, le grand Satan ou le petit Satan. Et donc et on le comprend, pour les Américains, le traumatisme de la prise en otage des diplomates au début de la Révolution est un phénomène exceptionnel et qui a vraiment choqué les Américains 3 ans après la chute de Saïgon. C'était vraiment une insulte d'autant plus violente qu'il n'y a pas eu de mort en quelque sorte. Donc on peut comprendre l'hostilité, la crainte des Américains envers l'Iran qui bouleversait complètement leur position internationale. Côté iranien,
il faut se rappeler que les États-Unis ont eu un rôle exceptionnel en Iran, qui n'a jamais été colonisé formellement par les Anglais, les Russes ou les Ottomans, mais dans lequel il y a une espèce de post-colonialisme américain assez original, qui a fait que les Iraniens avaient le sentiment d'avoir été colonisés par les Américains. Et effectivement, l'armée américaine, beaucoup de décisions étaient prises effectivement par l'ambassadeur américain, et le Shah n'était contraint ou bien volontiers appliquer ces décisions. Et donc il y a un contentieux très lourd entre les deux. Et la République islamique s'est faite avec, sur le Malba Amrika, abat l'Amérique, mort à l'Amérique, était devenu un slogan banal que l'on répétait comme on dirait bonjour aujourd'hui. Donc changer de philosophie est très important. C'est pour cela que les accords du 14 juillet 2015 sont une véritable révolution culturelle en Iran, une vraie révolution politique très très forte. Au-delà de l'accord sur le nucléaire, qui est un accord technique très important, très sophistiqué, et sur lequel tout le monde est d'accord, même Netanyahou, les Israéliens, quand on parle avec eux un peu sérieusement, ils savent très bien que cet accord sécurise la région et fait que l'Iran n'aura pas d'armes atomiques avant plusieurs décennies, si jamais il voulait en avoir une. Autrement dit, c'est une sécurité militaire incontestable qui a été obtenue. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que la porte américaine a été ouverte, et par les Américains, et par les Iraniens. Tous les deux ont accepté. Ils avaient chacun une clé, et chacun a tourné la serrure, et il y avait 2 serrures, chacun a ouvert la porte. Et ça, c'est une révolution très très importante aux États-Unis, grâce à Obama, qui a réussi à l'imposer à Rouhani, parce qu'il y avait Rouhani, qui était venu juste d'être élu. Et parce qu'il y a eu entre-temps des pressions internationales fortes, mais surtout le fait que la République islamique s'est rendue compte, avec les événements de 2009, qui sont vraiment très importants, qui ont été à l'encontre de l'évolution normale, même de la République islamique, de ses propres institutions. Ne pas oublier que Khomeini avait voulu faire une révolution politique, culturelle, économique, même s'il disait on n'a pas fait la révolution pour le prix des pastèques, les mostazafans, les déshérités, la justice sociale est un élément important. Donc une vraie révolution pour faire de l'Iran un pays moderne, fort et islamique dans son cadre. Et donc le compte n'y était pas. Le compte n'y était pas. Et en faisant réélire Ahmadinejad, qui n'est pas entre nous un ultra-conservateur. Ahmadinejad est un populiste. Ce n'est pas un conservateur. Il n'est pas conservateur, c'est-à-dire quelqu'un qui veut bloquer tout. Au contraire, il voulait évoluer, avancer, mais dans les directions pas forcément positives. C'est autre chose. Là. Donc, l'accord sur le nucléaire est vraiment une révolution. C'est un nouveau logiciel qui se met en place côté américain et côté iranien. Mais des deux côtés, il faut bien le dire, il y a tellement de contentieux, de négatifs, de craintes de voir cette porte ouverte que les Américains ont pris tous les prétextes pour bloquer cet accord, pour ne pas libérer les sanctions, pour ne pas les lever complètement. On a levé les sanctions sur le nucléaire, mais pas ceux sur les missiles ou le terrorisme, entre guillemets, dont rien ne change. Puisque, en général, les gardiens de la Révolution, par exemple, qui étaient sanctionnés pour leur soutien à la politique nucléaire, étaient également des gens soupçonnés de travailler sur les missiles et également en matière de terrorisme. Donc, une sanction est levée, mais il en reste 2. Donc, aux États-Unis, on n'évolue pas, et en Iran non plus, on a une peur de l'ouverture. C'est une chose assez importante qu'il faut voir, c'est que l'Iran a toujours été un pays vaincu. Il ne faut pas le répéter cela, mais enfin, c'est une réalité. L'Iran, dans son histoire, n'a jamais gagné de guerre. L'Iran a été envahi par Alexandre le Grand et ravagé. L'Iran a été envahi par les Arabes. L'Iran a été envahi par les Turcs. L'Iran a été envahi par les Mongols. Jamais l'Iran n'a été impérialiste. L'époque de Darius, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais l'Iran contemporain. Jamais les Iraniens, qui sont attachés à leur territoire, n'ont établi de colonies à l'extérieur de leurs frontières, loin. Ils ont par contre toujours défendu une zone tampon autour de leur territoire pour se protéger des invasions extérieures. Donc les Iraniens sont d'excellents résistants. Moravemot. La résistance, c'est le cœur du système iranien. Résistance en faisant un mur à la Trump, en défendant l'identité iranienne, en défendant le chiisme, qui fait partie de l'identité nationale iranienne, en défendant le régime politique iranien. Ce sont les pasdors, les gardiens. Et les Iraniens sont remarquables. Ils ont résisté à la guerre Irak-Iran pendant 8 ans. Et ce sont les anciens combattants qui aujourd'hui dirigent le pays. Donc l'Iran est un pays remarquablement résistant, qui a réussi, pendant 38 ans, la République islamique a résisté à toutes les agressions internationales. Et ma foi se débrouille très bien. Mais le problème est qu'aujourd'hui, le mur qui était construit autour de l'Iran, ce mur, il est fissuré puisqu'on a décidé d'ouvrir la porte. Ah, mais là, il faut autre chose. Il faut sortir de la tranchée, il faut sortir du bunker pour marcher en plein champ. Ah, ça, je ne sais pas faire. Je sais résister, mettre un casque, un gilet pare-balles, résister aux bombes, aux attaques chimiques, parfaitement. Mais sortir,
Marcher en plein vent pour aller quelque part, pour conquérir, pour gagner, c'est contre la culture iranienne jusqu'à maintenant. Il n'y a pas cette expérience. L'imam Hossein est mort, on pleure le martyr. On a glorifié les martyrs, on a glorifié les morts. On n'a jamais glorifié les vainqueurs. Petit détail, mais dramatique, la fête nationale de l'armée en Iran, le jour où l'armée iranienne est glorifiée. Chez nous, à Saint-Cyr, c'est le 2 décembre, victoire d'Austerlitz. En Iran, c'est le jour de la défaite iranienne devant l'armée irakienne, le 20 septembre 1980, quand l'armée irakienne envahit l'Iran. C'est la seule armée au monde dont la fête se trouve un jour de défaite. Et montrant que c'est le début de la résistance, effectivement. Mais enfin, c'est intéressant. Et donc le gros problème pour les Iraniens, pour le guide de la République islamique, pour le clergé, mais aussi pour les ingénieurs, pour les entreprises iraniennes qui sont protégées par des barrières douanières et autres, ouvrir les portes économiques, politiques, culturelles, c'est une révolution totale par rapport à des siècles d'enfermement et de résistance, dont la République islamique est le meilleur exemple. L'Iran a bien résisté aux invasions extérieures. Mais maintenant, il faut avancer. Pourquoi ? Parce qu'il y a en Iran des Iraniens aussi. Des Iraniens qui veulent autre chose. Des Iraniens qui voient le XXe siècle, qui voient Dubaï. Dubaï devrait être à Téhéran, normalement. C'était là la capitale du Moyen-Orient. Or, aujourd'hui, Dubaï, c'est au sud de l'Iran, c'est dans les Émirats, c'est à l'extérieur, mais c'est la capitale économique, politique et culturelle de l'Iran. Donc, honte aux Iraniens qui voulaient être les plus puissants et qui sont aimants d'être les plus puissants du monde. Les égaux des États-Unis. Mais attendez, politiquement peut-être, le régime iranien s'est bien bagarré dans l'accord sur le nucléaire, mais sur le plan économique, industriel, de l'expérience internationale ou culturelle, ce ne sont pas les cinéastes iraniens, aussi remarquables qu'ils soient, qui font que les 80 millions d'Iraniens peuvent partager la culture mondiale. Hélas, non. Autrement dit, aujourd'hui, dans l'ouverture Iran-États-Unis, il y a une volonté très forte des nouvelles générations iraniennes, non pas des jeunes, qui ont moins de 20 ans, mais des jeunes adultes de 25-45 ans, ceux qui font l'essentiel de l'Iran d'aujourd'hui, qui constatent qu'ils ont tout pour vivre au XXIe siècle et qu'ils ont raté le train. Le train est passé à côté d'eux, ils n'avaient pas le ticket, et le train est parti à Dubaï. Il s'agit maintenant de rattraper cela. Mais une expérience, ça ne s'acquiert pas en 3 minutes. Une expérience, la connaissance, vous passez des examens, en 2 ans de bachotage, vous avez un examen, vous avez la connaissance. Mais l'expérience de cela, l'expérience du monde, l'expérience de la relation avec les États-Unis, ça demande des années d'expérience. Et là, c'est un défi énorme. Autrement dit, entre Iran et États-Unis, il y a les séquelles du passé qui sont lourds à rattraper. Il y a la volonté américaine pour des questions locales et de soutien à Israël ou de ramasser l'argent saoudien. Ils s'opposent à l'Iran alors qu'ils s'en fichent un peu de l'Iran. Ils ne savent même pas où c'est, peu importe. Mais c'est des questions de tactique. Mais Trump joue le jeu dans le sens du courant. Et à mon avis, ça pourra revenir en arrière. Mais le problème important, c'est que des deux côtés, il y a des réticences. Et donc, il faudra beaucoup de temps pour qu'Iran et États-Unis réussissent à revenir. Aux États-Unis, ça peut aller bien. En Iran, acquérir l'expérience de la mondialisation, c'est un gros travail. Et en Iran, on l'a vu, Rouhani est élu à 57%, 33% ou 38% pour le Raïssi. C'est beaucoup d'Iraniens dont on a besoin pour faire lancer le pays, pour faire marcher le pays. Et ils ne sont pas d'accord, ont peur de l'ouverture. Parce qu'ils ont une situation depuis pas mal de temps et l'ouverture suppose de changer de pouvoir, de façon de faire, etc. Et je préfère ne pas changer, fermer les portes et on verra bien après. Donc voilà ces questions entre Iran et États-Unis qui pourront trouver des solutions, mais j'insiste sur le fait que des deux côtés, il y a beaucoup d'inquiétude et surtout en Iran, un manque d'expérience. Je suis pessimiste pour une fois. Merci. Une inquiétude alors qui se retrouve au sein même de la société iranienne, bien évidemment. Moi, je suis plutôt optimiste. Et je pense que pour répondre à votre question précédente, je pense qu'il y a deux attentes plus importantes au sein de la société iranienne, que ce soit en fait des conservateurs. L'un est assez partagé, plus d'égalité. Et cet esprit d'égalité, c'est l'un des pierres plus importantes de la révolution, parce que une grande partie de la société iranienne se sont révoltés contre l'inégalité incroyable du régime de Shah. Et l'une des choses qui garde une grande partie de la société iranienne encore attachée à la situation actuelle,
pas forcément de régime, mais vraiment de pouvoir en place. C'est un développement dans les zones, entre parenthèses, oubliées. Moi, je viens d'une famille de sud de Khorasan, Grand Khorasan, une région assez défavorisée. Et moi, j'ai vécu... moi, je suis né à Machad, mais pendant les vacances d'été, on allait dans les villages de mes parents et de mes grands-parents. Et moi, je me souviens, quand j'étais petit, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de l'eau courant. Et les Iraniens, en fait, surtout ma génération, surtout mes parents, ils se souviennent de ça. Et ils ont vu que, de toute façon, la République islamique a apporté de l'eau, du gaz, du téléphone, de l'Internet. Moi, je communique depuis Paris avec mes cousins dans le même village dont je viens parler, via mon téléphone et leur téléphone. Et ça, les gens voient, et en même temps, ils voient surtout après, pendant les 2 mandats, à mon avis, catastrophiques d'Ahmadinejad, l'émergence d'une inégalité vraiment excessive en Iran grâce aux sanctions internationales, parce que les sanctions, les boycotts internationaux a contribué à émerger d'une classe ou une couche sociale qui profite qui prenait l'argent mais black de l'État, c'est-à-dire des Iraniens, et ils contournaient les sanctions, mais il gardait à peu près 50% de l'argent dans sa poche. Et là, aujourd'hui, il y a un milliardaire en Iran, Babak Zanjani, en prison, qui ne rend pas de l'argent. Il est tellement puissant qu'il ne rend pas de l'argent. Et l'État iranien essaye de récupérer de l'argent. Ou un président d'une banque aujourd'hui qui se retrouve avec sa famille au Canada, qui a fait une corruption incroyable, mais l'État iranien n'arrive pas à récupérer l'argent. Et les Iraniens voient d'un côté la corruption, et c'était au cœur des débats présidentiels. Et deuxièmement, et ça, en fait, c'est partagé entre les conservateurs et les réformateurs. Chacun essaye de réapproprier le discours de l'égalité, de la justice. Mais pourtant, il y a une partie de la société, je pense que la majorité de 75% des électeurs qui ont voté pour Rouhani, qui ont pour plus de liberté et plus de progression. Et ça évolue dans les familles. Comme je viens de dire, mes parents, il y a 20 ans, n'étaient pas aussi ouverts que ça. Et ça, c'est un preuve pour moi que les gens changent. C'est-à-dire, on a tendance de dire que à 50 ans, à 60 ans, les gens ne changent pas. Mais mon père a vraiment changé. Et quand il voit... moi, quand je vois en fait, le changement de la société iranienne, du coup, en conséquence, je suis optimiste. Et là, je vois qu'en fait, la liberté, plus de liberté, est l'un des attentes le plus important et le plus central de la société iranienne, que ce soit les jeunes adultes ou leur famille. Pourtant, je pense qu'ils ont trouvé une solution pour poursuivre leur combat. Il faut dire le rôle, il faut évoquer vraiment le rôle des femmes en Iran dans les mouvements sociaux. Je pense que les femmes ont pionnières de loin de tous les changements au sein de la société iranienne. Il y avait, moi, je suis fan des séries, j'ai un blog
sur les séries télévisées européennes, américaines, iraniennes. Et il y avait une autre série diffusée en Iran sur l'histoire d'une femme qui venait de classe populaire, qui avait pas de l'argent, il y avait de problèmes de famille, de ses parents, et il a essayé comment on dit, entre parenthèses, louer son ventre pour avoir l'enfant, pour porter l'enfant d'un autre monsieur et rendre l'enfant après la naissance. Et ça crée un débat en Iran, et c'était pour la première fois qu'on a ouvert un débat sur le droit de corps pour les femmes. Et ça, c'était quand? C'était juste un an avant les événements de 2009. Et pendant les événements, les manifestations de 2009, pendant la campagne présidentielle aussi, moi j'ai vu les femmes, les filles qui étaient, c'est eux qui portaient tous les fêtes avant l'élection dans la rue, comme vous voyez aujourd'hui après les fêtes, après la victoire de Rouhani. Mais avant l'élection de 2009, pendant 2 semaines, il y avait des carnavals partout en Iran. Et les femmes, surtout après l'élection, ils ont, je pense, ce que j'ai vu, elle était beaucoup, beaucoup plus courageuse que les hommes. C'était eux qui étaient dans la première ligne. Mais il faut dire que, voilà, en fait, surtout en fait, les soldats ou la police n'étaient pas aussi violents avec les femmes, mais pourtant il y avait le danger. Il y avait Nedor Soltan, la fille qui est morte devant les caméras, qui est devenue le symbole de ce mouvement. Et dans cette élection aussi, moi j'ai assisté à une émission sur France 2 qui était sur un mouvement des femmes en Iran qui prend le vélo. J'ai expliqué qu'est-ce que c'est. Et après, quand je suis sorti de l'interview, j'ai vu que le mentor est en train de monter les images avec un autre événement. J'ai dit, en fait, qu'est-ce que c'est ça c'était quoi, en fait? C'était une quelques vidéos contre le voile obligatoire en Iran, qui est vrai, qui n'est pas juste. Mais j'ai dit au journaliste que non, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai, en fait, la vidéo que vous diffusez est vraie, mais ça n'a rien à voir avec cet événement. Vous vous rendez compte que qu'est-ce que vous êtes en train de faire, quoi? Vous êtes en train de dire que les femmes qui ont lancé des mouvements contre la pollution, pour l'environnement, qui ont proposé aux citoyens de prendre le vélo, qui a créé en fait quelques problèmes. Vous en parlez pas, parce que en fait, depuis 34 mois en fait, ils étaient en train de faire ça. Et un jour qu'il y a ça, parce que c'est chaud, parce que c'est sexy, si vous voulez diffuser ça, s'il vous plaît, enlevez ma partie. Moi, je participe pas à ce fake news ou la vérité alternative. Et ce n'est pas seulement Donald Trump qui invente ce genre-là. Moi, je suis journaliste et moi, je reconnais que quand on simplifie des choses, on tombe dans cette piège. Mais vraiment, les femmes en Iran, ce sont les pionnières de discours de défendre l'environnement en Iran. Les femmes féministes religieuses, un terme qui paraît bizarre en France, travaillent main dans la main avec les féministes laïques, et ça ne pose aucun problème. Et ça, et eux, ils montrent aux autres, aux hommes, que c'est possible que sur un sujet précis, les islamistes, encore islamiste est devenu un terme assez dangereux
ici, les islamistes, les activistes qui ont des idées qui viennent de leur foi islamique peuvent travailler avec les laïcs. Et ce qu'on voit en fait dans cette élection aussi, il y avait beaucoup des enfants des gens qui ont été des prisonniers politiques qui ont été massacrés ou assassinés ou fusillés après la Révolution ou même avant la Révolution, qui ont participé, qui ont fait la campagne gratuite pour Hassan Rouhani. Et ça, comment expliquer ça dans un monde que tout est en noir et blanc, c'est-à-dire que soit c'est noir, soit blanc, et c'est très difficile de expliquer tout ça. Je pense que en fait cette société, surtout grâce aux femmes, a réussi à comprendre que voilà, c'est possible de faire tout ça. Le monde n'est pas l'ancien monde, parce que déjà en fait les Iraniens sont qui ont inventé cette idée de dualisme avec les zoroastrisme et Zartoche et même manichéiste. Et je pense que l'Iran moderne a trouvé une solution pour ce dualisme, alors que je pense que là, par exemple en France, il y a vraiment, surtout en France, il y a un dualisme, soit c'est noir, soit c'est blanc, il n'y a pas un milieu. Et ça, je pense que... pardon ? Oui, en même temps existe. Et ça, on a le prof, sans aucun prise de parti sur l'actualité française, mais je pense que ça existe et on voit le prof en Iran. Merci beaucoup. Donc je vous propose maintenant, je vois qu'il y a des questions, monsieur ici, madame là, madame devant. Oui, merci. Un mot a été utilisé par vous, le mot chaos. Vous avez même dit le mot bordel, je crois. Autour de l'Iran, en effet, le paysage est catastrophique, car que chaos, chaotique, en Irak, au Yémen, en Syrie, voire au Liban. Alors certes, ce n'est pas l'Iran qui a causé ce chaos, mais l'image d'un certain nombre de personnes qui ne sont pas expertes est que l'Iran met plutôt de l'huile sur le feu, qu'il a cette alliance avec aussi la Russie. Donc il y a des problèmes immédiats de court terme et de guerre, mais au-delà, il y a un problème à moyen terme qui est notamment la place des sunnites en Irak et en Syrie. Alors ma question est, compte tenu de sa marge de manœuvre qui fait, compte tenu de l'hostilité aussi de l'Arabie saoudite et des États-Unis, compte tenu aussi des gardiens de la Révolution, de toutes ces contraintes énormes, est-ce qu'on peut espérer que M. Rouhani, dans son nouveau mandat, pourra contribuer un peu à l'apaisement ou non? Parce que je pense que derrière les attaques agressives contre l'Iran, il y a cette impression, il n'y a pas que l'Iran est un moteur de guerre, mais que l'Iran, pris dans son système, ne contribue pas ou n'est pas un facteur qui peut contribuer à un apaisement progressif d'une crise qui va encore durer très longtemps. Oui, c'est la question qu'on posait tout à l'heure sur le fait que l'Iran n'est pas responsable de l'occupation de Mossoul, de Raqqa ou de la guerre en Libye ou les problèmes en Égypte ou en Afghanistan. Donc, on ne cesse de dire l'Iran jette de l'huile sur le feu. Et que font les Pasdar et les gardiens de la Révolution à Alep? Ils veulent coloniser la Syrie et chiitiser la Syrie et envoyer des chiites qui vont faire que la Syrie sera un pays chiite. C'est du surréalisme, tout cela. C'est du surréalisme. Il est certain que l'Iran a toujours eu une politique défensive. Je disais, ils sont hyper nationalistes. Et leur stratégie est de défendre le territoire national iranien et ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire la République islamique, etc. Pour cela,
Depuis le XVIe siècle, l'Iran a toujours eu une politique d'influence dans toutes les zones qui l'entouraient, en Transcaucasie, Turkménistan, province de Hérat, Golfe Persique et à l'ouest de Bagdad. Le problème est que, avec la révolution islamique, on a vu s'effondrer toutes les barrières qu'il y avait à l'époque. Non seulement c'est un pays qui était un rempart contre l'Union soviétique, et pour éviter que l'Union soviétique ne prenne le pétrole du Golfe Persique. C'est pour ça que l'armée américaine était là. Et la présence militaire en Iran, plus qu'en Turquie, avait un but très précis, éviter que les chars russes ne débarquent sur l'Iran et ne prennent le pétrole, qui était évidemment un enjeu très stratégique et vital pour l'Occident. Deuxièmement, la plus vieille monarchie du monde s'effondre pour une république à la place. C'est un choc inadmissible, un traumatisme pour tout le monde, politiquement. Troisièmement, ce pays est hostile à Israël. Et là, alors que le Shah était favorable à Israël. Troisième traumatisme, qui fait que l'Iran, effectivement, avec ses idées de république qui ouvraient la porte aux bolcheviks, qui prenaient le pétrole, sont en plus anti-israéliens, et donc autant de raisons pour dire l'Iran est une menace existentielle pour la stabilité du monde. Et à ce moment-là, la seule façon de s'opposer à cela, puisqu'on ne pouvait pas, après la guerre du Vietnam, réenvahir l'Iran comme le Vietnam l'avait été, les leçons ont été tirées, il fallait trouver un moyen en contre-feu. Et le contre-feu a été l'Arabie saoudite, pays qui n'existait pas, et où l'islam était très opposé à celui de l'Iran, qui était un islam très conservateur, pas politique pour un sou. Et donc les Saoudiens ont été incités à soutenir les Moudjahidines en Afghanistan, puisque l'invasion soviétique d'Afghanistan montrait que vraiment la révolution iranienne n'était qu'un élément de la prise de pouvoir par les soviétiques de l'Asie intérieure, Iran, Afghanistan, pour prendre le pétrole et arriver dans le Golfe Persique. Autrement dit, pendant 37 ans, l'Arabie saoudite, non pas l'Arabie saoudite, mais l'Arabie saoudite, dans sa dimension ouléma et religieuse, a été autorisée ou encouragée à se développer, à faire un contre-feu contre le chiisme révolutionnaire. L'Iran révolutionnaire qu'on ne voyait pas dans sa dimension républicaine, que l'on a développé dans sa dimension religieuse, qui était visible. C'est assez extraordinaire de voir un religieux avec un turban sur la tête, chef d'État iranien. Bon, c'était très médiatique tout cela. Autrement dit, pendant 37 ans, on a vu l'Arabie saoudite, et non pas directement, ce n'est pas M. Saoud, mais ce sont les oulémas, mais on sait en Arabie saoudite, il y a une dualité du pouvoir. Pouvoir se développer grâce à l'Académie, l'Université internationale de Médine, qui a formé des oulémas depuis Dakar jusqu'aux Philippines. Donc aujourd'hui, quand l'Iran, après la chute de Saddam Hussein en 2003, commence à sortir de son isolement, et commence à voir elle commence à revenir. Ça aboutira ensuite à l'accord du nucléaire, ça mettra du temps à arriver. L'Iran se rend compte qu'il a des îlots chiites, ici et là, des petits îlots dispersés, dans un océan sunnite dominé par l'Arabie saoudite. L'islam n'est plus l'islam d'Al-Azhar du Caire, c'est l'islam de Médine. L'islam du Caire, pas de problème, c'est un islam sunnite traditionnel avec lequel l'Iran, depuis des siècles, avait affaire, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais le wahhabisme est une petite secte microscopique de l'islam, mais qui a pris une importance tout à fait surprenante à cause de la révolution iranienne. Et donc aujourd'hui, le rapport de force est ainsi inversé. Donc non seulement sur le plan religieux, et c'est-à-dire, quand on dit religion, on dit société, parce que l'islam est devenu politique aussi, et que le wahhabisme est sorti de la religion quiétiste pour devenir Al-Qaïda et à soutenir une action politique qui est devenue même anti-saoud et anti-américaine. C'est une autre partie de l'histoire, cela. Mais le fait est là. Du point de vue religieux, l'Iran est dépassé totalement. Et du point de vue économique, les monarchies pétrolières sont le succès exceptionnel que l'on a connu du point de vue économique et sportif, puisque le Qatar, c'est la capitale sportive du monde actuellement, et de la France. Donc, l'Iran se rend compte qu'il est totalement dépassé. Ce qui fait que lorsque, avec les printemps arabes, on voit d'abord à la chute de Saddam Hussein, les Iraniens voient enfin le pays qui les a attaqués pendant 9 ans est désormais libre, et donc ils renforcent leur pouvoir à Bagdad, de façon extrêmement négative, mal fichue, puisque avec l'aide des Américains, ils ont saboté complètement le pays, et les Iraniens qui ne savent pas coloniser sont arrivés, ils ont donc fait du super chiisme avec Maliki. Au lieu d'être habile, un colonisateur sait coloniser, donc il ne détruit pas tout, il est prudent. Les Iraniens ne savent pas coloniser. Ils ne savent pas être sympathiques et avoir du pouvoir en Irak. Ils ont été avec leurs gros sabots, ne sachant pas quoi faire avec leurs milices. C'est des anciens combattants qui n'ont pas les méthodes de la colonisation douce, en quelque sorte, et durable. Résultat, échec.
Et surtout, quand en Syrie, ensuite, le pouvoir est à prendre par terre, puisque tout le monde dit, même en France, M. Juppé a dit que Bachar el-Assad était mort et qu'il y avait un gouvernement que la France reconnaissait, et dont dans 15 jours, le gouvernement était à prendre à Damas. Et qui arrive à Damas, les djihadistes, et non pas les démocrates. Et donc l'Iran, évidemment, dit il est impensable que Damas tombe entre les mains des djihadistes et des Saoudiens, parce que si Damas tombe, c'est Bagdad. Et si Bagdad tombe, ça veut dire des années de guerre. Et moi, je suis ancien commandant des gardiens de la Révolution, je suis ancien combattant de la guerre. Je ne peux pas, pour défendre l'intérêt national, accepter l'hypothèse qu'à Bagdad, il y a un pouvoir saoudien qui m'encerclerait. Ça, c'est le discours nationaliste iranien. Donc l'Iran était, à mon avis, dans sa tradition de défense des frontières, de protection de ses frontières, d'aller... Le problème, c'est que ce n'est pas seulement aller à Bagdad, c'est d'aller aussi en Syrie et d'aller jusqu'à la Méditerranée. Et donc, effectivement, l'Iran s'est laissé embarquer dans une politique de protection, mais à des milliers de kilomètres de chez eux, qui ne sont pas capables de soutenir. Et le gros problème qui se pose aujourd'hui n'est pas que l'Iran ait fait barrage à l'Arabie Saoudite, c'est normal, deux puissances émergentes qui n'existaient pas il y a 40 ans sont face à face. L'Iran, République islamique, n'existait pas il y a 40 ans. C'était l'Iran du Shah, pro-israélien, pro-occidental. Et de l'autre côté, l'Arabie Saoudite. On a deux puissances nouvelles. Ce n'est pas sunnite chiite, c'est beaucoup plus grave que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc on a cette guerre-là, mais dire oui, mais c'est l'Iran quand même qui jette de l'huile sur le feu. Attendez, regardons la réalité. Hein. Et les monarchies pétrolières, c'est comme elles qui, qu'on le veuille ou non, ont financé indirectement, bien évidemment. Ce n'est pas l'État saoudien ou l'État qatari qui fait cela, mais les membres des familles qui ont soutenu tout ce mouvement qui, même s'il se retourne contre eux par la suite, est au moins pour l'instant un pouvoir qui est contre l'Iran et qui encercle l'Iran. Donc il ne s'agit pas de dire quel est le méchant et quel est le gentil. On a là une guerre par procuration qui a fait 300 ou 400 000 morts en Syrie, qui a ravagé complètement la région, et entre autres à cause du fait que l'on a voulu éviter que l'Iran ne prenne l'initiative, en disant l'Iran est impérialiste. Et donc si on travaille avec les Iraniens sur le terrain, et concrètement l'armée française qui est en Syrie, l'armée américaine, britannique, belge qui est en Syrie, allemande qui est en Syrie, travaille sur le terrain avec les milices iraniennes, parce que sur le terrain, il n'y a que les milices iraniennes et les gardiens de la Révolution qui combattent Daesh sur le terrain, avec les Kurdes et l'aide des Russes. Donc, il faut voir les choses telles qu'elles sont dans la complexité de la guerre. Et aujourd'hui, si on veut arriver à une solution, c'est d'abord, et c'est là que les élections qui viennent de se passer sont importantes, c'est de reconnaître que pour faire la paix, il faut discuter avec ses ennemis, avec les gens que l'on n'apprécie pas. Donc avec les Iraniens aussi, même si on ne les apprécie pas. Et le fait que Rouhani s'impose, que la République islamique s'impose comme étant responsable, fait que peut-être aux yeux du président Macron, l'Iran sera beaucoup plus respectable et pourra être proposé comme un pays avec lequel il faut discuter, quelles que soient les circonstances. Autrement dit, il y a à boire et à manger, il y a à tenir compte du fait que l'Iran est incapable d'être un bon impérialiste et de contrôler ses conquêtes, c'est une réalité. Et donc aujourd'hui, le problème n'est pas la prise d'Alep, mais que faire d'Alep ? Le général Soleimani a gagné Alep. So what? Qu'est-ce que je vais faire d'Alep? Il ne sait pas quoi faire d'Alep. Il ne peut rien faire à Alep. Il contrôle les milices pour éviter qu'elles massacrent trop. Hein. Il est là, il ne peut rien faire, sinon se retirer. Un jour, mais comment se retirer? Donc il reste, donc c'est bloqué. Parce que l'Iran, encore une fois, ne sait pas gérer les victoires. Seulement un mot, quand on regarde l'évolution des événements à partir du printemps arabe en 2011, on voit que l'Iran est rentré dans le conflit assez tardivement par rapport à tous les acteurs dans la région. L'Iran est rentré dans le conflit à partir de 2013, concrètement. Alors que les Saoudiens, les Qataris, les Français, les Américains, les Britanniques étaient déjà en fait, pendant 2 ans dans la région, surtout en Syrie, et il ne faut pas oublier au Bahreïn, au Yémen, et puisque les Iraniens encore ont le mémoire de la guerre, 8 ans de la guerre, surtout tous les pays l'arabe de la région contre l'Iran, avec le soutien des Américains, des Français, des Allemands. Du coup, ça a donné une vision qu'on va empêcher une guerre à l'extérieur des frontières de l'Iran. Parce que pour Daesh,
l'Iran est l'ennemi le numéro 1 parce qu'ils sont des chiites. Tout simplement, ils déclarent ça. Et l'Iran a l'expérience de la trahison des Américains en Afghanistan, parce que l'Iran a joué le rôle principal pour le renversement du régime de talibans, a aidé les Américains, mais quelques jours après, le Bush fils, il déclare l'Iran comme l'axe de mal à côté de Saddam Hussein et le Corée du Nord. Et c'est ça, en fait. Et si on regarde la réalité, la chronologie des événements, et encore, il y a beaucoup d'Iraniens qui disent que on a mal réagi au Bahreïn, alors que l'Arabie Saoudite a envoyé des forces, des troupes. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait pour nos voisins de Bahreïn qui faisaient partie de l'Iran? Une grande partie des Iraniens croient que Bahreïn est encore le seul Iranien, sachant que 60% des Bahreïnis sont des chiites. Et là, en fait, l'Iran n'a rien fait. Au Bahreïn, l'Iran n'a rien fait. Au Yémen aussi, l'Iran fait beaucoup de la com sur le Yémen, mais concrètement, par rapport à l'Arabie Saoudite, l'Iran n'a rien fait. Et c'est du coup, si on voit la chronologie des événements et on regarde, comme ça vient de dire, ce que les Iraniens voient des choses, c'est différent. Et pourtant, il faut dire que en partie de l'intervention des milices iraniens qui étaient au début plutôt des conseillers iraniens en Syrie n'était pas très bien vu en Iran. Et l'Iran ne faisait pas beaucoup de pub dans la télé nationale. Et l'Iran a commencé de jouer, je parle de l'ambiance à l'intérieur du pays, de parler de tout ça, de dire clairement la présence des Iraniens une fois que Daesh a pris de pouvoir en Irak, qui est juste à côté de l'Iran. Et Daesh est arrivé à 90 km des frontières iraniennes. Et l'Iran a dit que si Daesh vient plus loin, plus proche, on va rentrer dans le sol irakien. Et général Soleimani, il faut savoir que à côté de Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères, le général Soleimani, dans les sondages, ce sont les deux personnalités populaires en Iran. Chacun pour ce qu'ils ont apporté pour l'Iran, parce que les Iraniens sont vraiment traumatisés d'une guerre. Et la dernière chose que les Iraniens cherchent est déclencher une guerre. C'est un peu plus compliqué que ce que qu'a décrit. C'est beaucoup plus compliqué. C'est toujours compliqué. La majorité des Iraniens sont contre l'intervention de l'Iran à l'extérieur. Même le gouvernement rouhani n'est pas d'accord. Oui. Ils le font parce qu'ils ne peuvent pas le décider. C'est le guide suprême et le camp des ultras qui ont le pouvoir qui décide. Non. Et c'est pas moi, je fais confiance aux instituts de sondage des étudiants en Iran qui ont fait plusieurs sondages, et ça montre que beaucoup des Iraniens ne sont pas, surtout, je parle de l'Irak, en fait, les événements en Irak, les attaques, les assassinats en Iran, à partir des événements en Irak, dans les villes saintes des chiites, une grande majorité des Iraniens défendent la présence des conseillers, même des milices iraniens, et ils sont pas tout à fait contre. Je dis en fait, en sachant que, je répète, c'était pas la même chose pendant l'intervention iranienne en Syrie, et l'autorité iranienne savait, c'est pour cela qu'il faisait pas beaucoup de la com sur cette intervention. Le phénomène Daesh peut-être te donnera raison, mais cet approchement de l'Iran avec la politique occidentale, c'est peut-être très salutaire par rapport au Daesh, mais dans même le mouvement vert, donner des slogans, l'un rasé l'un. Tout ça, c'était, disons, clairement dans l'esprit de la population que l'Iran n'a pas à... Enfin, tu le sais très bien. Hein, bref. Oui. Moi, je vais revenir à la société iranienne, parce qu'au fond, c'est ce que je connais le mieux.
Donc, je suis intéressée par la carte qui va sortir de la répartition des votes, parce que bon, voilà. Donc, je vais depuis très très longtemps en Iran et je suis passionnée par les villages. Donc là, j'étais au Baloutchistan, j'étais en Azerbaïdjan, j'étais au Gilan, j'étais au Golestan, essentiellement dans les villages. Donc, j'étais invitée à des mariages. Enfin, j'ai participé beaucoup à la vie des villages. Et je peux vous dire, moi maintenant, je pensais que je voudrais voir la carte de l'électorat. Partout où je suis allée, tout le monde votait Raisi. Tout le monde votait. Je suis allée à Chandalman, je pense que vous connaissez, dans le Talesh. Je connais bien la région parce que j'ai des amis qui font du riz biologique, qui sont engagés dans les Karofalines, toutes ces femmes engagées dans les mouvements écologistes et tout. Là, je suis allée dans les maisons de thé, parce que je trouve que les maisons de thé, c'est génial. Il n'y a que des hommes, mais bon, moi, je suis toujours bien acceptée. Je fume le ralioun, je reste avec les hommes et tout. Je pose des questions. Et ils me disaient non, nous. Et ce n'est pas sur... c'est uniquement sur l'économie. Ce n'est pas sur le reste qu'ils contestent. C'est l'économie qu'ils mettent en question. Et pour eux, Rouhani, évidemment, n'a pas réussi. Et cela ne voulait pas forcément lui donner une deuxième chance, même si peut-être après ils ont été emportés par le mouvement. Parce que vous savez, les Iraniens, ils disent qu'ils vont voter un tel, et puis au dernier moment, voilà, ils chantent le danger, et puis voilà. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas que... en tout cas... Il voulait voter Raisi. Et pourquoi? Il y avait plusieurs raisons. D'abord, il vient de Mashhad. Et on sait que Mashhad, quand même, c'est là où il y a le seul imam qui est enterré. Et pour les Iraniens, aller au pèlerinage à Mashhad, c'est vraiment une évidence. Si on en fait 3, c'est comme la Mecque. Enfin, tout ça. Donc, rien que pour ça, Mashhad avait de l'importance et Raisi avait de l'importance. Et puis, il avait promis beaucoup d'argent quand même. Ça, il faut le savoir. Alors, pour des populations qui sont quand même qui s'appauvrissent, qui se sont appauvries, bon, cet attrait de l'argent les subjuguait quand même. Ça, c'était partout pareil. Alors, ça, c'était Gilan. Après, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un gros problème dans toutes ces régions, c'est la désertification des campagnes au profit des villes. Là-bas, à Chandalman, il y a des terrains complets qui étaient des rizières, des champs de culture qui sont vendus. Alors pour des carvoches, enfin des lévages de voitures, des immeubles et tout. Donc les gens partent parce qu'il n'y a plus de travail. Alors qu'est-ce qu'ils font? Alors ils vont à Téhéran, beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font à Téhéran? Bon, alors ils travaillent un travail de misère. Et il y a beaucoup de chauffeurs de taxi qui viennent à Téhéran. Et ça, j'ai pu le constater. Ils viennent à Téhéran, ils n'ont pas de logement, ils dorment dans les voitures. Ils dorment dans les voitures, ça veut dire que les rues de Téhéran, c'est des immenses parkings où il y a des chauffeurs de taxi qui dorment. Là, c'est la misère. Dans des villages où j'ai assisté à un mariage encore traditionnel, les gens habillés en costume, mais ils sont habillés comme ça toute l'année, c'est pas du tout. Il n'y a plus d'hommes à marier parce qu'ils sont partis. Et les femmes qui restent, elles ne veulent plus des hommes qui restent parce qu'ils ne les intéressent pas, parce que les femmes, elles ont évolué et les hommes n'ont pas évolué. Donc, elles ne veulent plus de ces hommes-là et elles disent on préfère rester seules. Les femmes avaient 30, 35 ans et n'étaient pas mariées. Elles cherchent toujours un homme quand même. Elles aimeraient bien. Mais bon, ça ne se fait pas. Voilà, il y a tout ça. Donc vraiment partout, que ce soit au Golestan, c'était pareil. Voilà, partout où je suis allée dans les villages. Je suis allée en Azerbaïdjan, j'ai assisté à des fêtes nomades dans les montagnes. Bon, pareil, là, comme ça, incidemment, parce qu'ils parlent facilement, les Iraniens. Mais alors, parce que je suis restée 2 mois, et c'était 2 mois avant les élections. Mais je dis, mais alors, vous allez voter ah non, ils votaient là, ici, ils ne voulaient pas du tout voter. C'est pour ça que ça m'intrigue de voir. Alors, et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est la dichotomie entre, par exemple, Téhéran et tous ces villages. Parce qu'ils n'ont aucune connaissance de ce qui se passe dans les villages. Tous mes amis Téhéran, bon, mon Dieu, j'en ai beaucoup, j'aurais dit, vous savez, ça se passe... Moi, c'est ce que j'ai observé. Je ne dis pas que c'est la réalité, c'est mon observation. Mais ils disent, mais ah bon, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas de contact. Il y a vraiment une cassure, je trouve, importante entre les villes. Donc, Raisi, un vote rural, et Rouhani, un vote plus urbain, Bernard Fourcade. Vous venez d'écrire, là, je pense, la géographie politique de la France, non? Non, je veux dire par là que c'est un phénomène très international, qui est effectivement d'une coupure géographique et sociale et économique entre des métropoles urbaines qui se développent et un monde rural qui se déstructure, etc. Ce phénomène est très banal au niveau international et l'Iran l'a vécu.
comme d'autres pays. Ce qui montre que l'Iran est un pays très banal. On dit l'Iran, c'est... Non, l'Iran est tout à fait ordinaire et le fonctionnement de l'Iran, de la politique iranienne, est tout à fait obéi aux lois internationales. Et donc, c'est très normal qu'un ou 2 mois avant les élections, les gens en ont marre de Rouhani, qui n'a pas apporté l'argent, alors que l'autre promet, c'est le revenu universel. Vous savez que c'est Ahmadinejad qui donne un revenu universel, et tous les Iraniens reçoivent $14 par mois de dons, et ça coûte des milliards, effectivement. Et lui, il proposait de porter à $30, je crois, le revenu universel. $30 dans une famille, si papa, maman, pépé, mémé, tonton, tati reçoivent chacun $40, ça fait pas mal d'argent dans une famille où le salaire moyen est de $200 par habitant. Bon. Autrement dit, c'est une situation qui est bien connue, sauf que lorsque le moment arrive, il faut à ce moment-là dire qu'est-ce qu'il y a. Si c'est Raïssi, bon, son argent, d'ailleurs, c'est pas sûr qu'il le donne. Et puis ensuite, c'est quand même revenir à l'Iran qui n'est pas celui dans lequel j'ai envie de me projeter. Et donc, in fine, beaucoup ont voté Raïssi, mais le triple ont voté pour Rouhani. Un petit peu à la française. Vous avez observé 2 Irans extrêmes, c'est-à-dire les Irans des villages, qui est vrai, et l'Iran du nord de Téhéran, qui est vrai. Mais entre ces 2 extrêmes, il existe le vrai Iran. Et nous, dans l'être persane, on essaie de montrer ça. On essaie de montrer ça via la presse iranienne, avec, en fait, en 2 mots, ce que je dis, qu'est-ce que c'est l'être persane? C'est Courrier international, mais spécialement sur l'Iran. Bon, on fait notre production aussi, mais l'idée, c'est ça, c'est d'oublier ces 2 extrêmes qui sont vrais, mais donner une importance à une société civile ordinaire iranienne qui a le rôle important dans tous les mouvements, tous les événements, l'évolution du pays. Merci beaucoup. Je voudrais vous donner quelques remarques sur le wahhabite et la pensée du wahhabite. Le fondateur de la pensée du wahhabite, c'est M. Ibn Abdul Wahhab. Il a un livre. Dans la section de Jihad de ce livre, il est écrit que tous les hommes juifs et chrétiens doivent être tués. Les femmes et les enfants doivent être esclaves. Le premier esclave. Nous avons des informations exactes. Et aussi, votre centre de recherche dans l'extrémisme, il m'a donné aussi cette donnée pareille, que maintenant, dans l'Arabie saoudite, près de 30 000 jeunes saoudiens dans les écoles de religion, ils sont en train d'apprendre cette pensée de wahhabite. La première chose. En même temps, ils sont en train d'apprendre la langue française et la langue anglaise. En même temps, ils sont en train d'apprendre des différentes opérations militaires. Par exemple, des militaires, comment il peut avoir des opérations militaires dans les villes. Pour exporter vers l'Iran, non, jamais. Pour exporter vers la France et vers l'Europe, en couverture des étudiants, commerçants, etc. De maintenant jusqu'à 2 ans, je vous assure, la France a touché bien par le terrorisme. Troisième remarque que je voudrais vous donner, nous avons des informations exactes. Daesh, c'est un petit groupe combattant dans la Syrie et l'Irak. Il est dans la surveillance des satellites. Exactement. Pourquoi? S'il vous plaît, pourquoi Daesh il est en train facilement de vendre du pétrole? Les avions américains, ils viennent, par exemple, pourquoi? Par exemple, par hasard, ils sont en train de distribuer les armes et les nourritures dans la région de Daesh. Nous avons des informations exactes.
dans l'armée américaine, ils sont en train de décider d'attaquer contre la Daesh, mais par erreur, ils attaquent les armées syriennes. Nous avons des informations exactes que les blessures de combattants de Daesh, ils sont en train de surveiller dans les hôpitaux israéliens. Pourquoi? Merci. Il n'y avait pas de questions, monsieur. C'était donc trois points d'analyse et de commentaires. Monsieur. Oui, bonjour. C'était pour une question. Je crois qu'il y a eu aussi des élections municipales le même jour. Et je voulais savoir ce qui y en était tiré aussi de ces élections-là. Et peut-être plus particulièrement sur l'élection municipale de la ville de Téhéran, qui, je crois, est un enjeu, un poste assez stratégique dans le système politique iranien. Voilà. On vient de publier un article sur Lettres persanes sur l'élection municipale qui est normalement oublié, mais qui est très important parce que c'est déjà à Téhéran, la liste des réformateurs a remporté à 100% les sièges. Mais ce qui est plus important, c'est que par exemple à Mashhad, qui est le fief des conservateurs et des ultra-conservateurs, comme Raïssi et Rolibov, il vient de Mashhad, c'est encore la liste des réformateurs qui a remporté l'élection. Et dans la province de Khorasan, 75% des élus municipaux font partie des listes de réformateurs. C'est vraiment un changement de rapport de force en Iran, surtout dans par exemple, la province de Khorasan qui est très important, dans les grandes villes, à Ispahan aussi. Et pour ce qui est très important dans cette élection, c'est surtout après les événements de 2009, beaucoup des partis réformateurs n'étaient pas autorisés de participer officiellement à la vie politique, les élections et tout ça. Mais après, arrivé au pouvoir de Rouhani a donné autorisation à certains partis politiques. Et cette fois-ci, ils ont pu constituer des listes. On a vu même des anciens prisonniers politiques qui s'est candidaté, qui font partie des élections, qui faisaient partie des listes, notamment des réformateurs. Et ils ont pu gagner. Et ce qui change les dons, par exemple, dans une ville comme Mashhad, comme Téhéran, c'est le taux de participation. À chaque fois qu'on a une baisse de participation, certainement, ce sont des conservateurs qui gagnent l'élection. Parce que ils ont un socle de participants qui participent à chaque élection, peu importe l'enjeu politique, mais les réformateurs ont toujours ceci de convaincre leur électorat à participer aux élections. Dans les élections précédentes, parce que c'était suite aux événements de 2009, les partisans des réformateurs n'étaient pas vraiment convaincus et ils n'avaient pas vraiment le cœur d'aller encore voter, participer dans une élection. Mais les choses sont évoluées et cette fois-ci, ils ont participé. Et ce qui est très intéressant, c'est que la tête de liste de Téhéran, des conservateurs qui était le président du conseil municipal de Téhéran, a obtenu le même score que la dernière fois. Mais il n'a pas pu être élu. Et il a l'écart en la dernière personne de liste des réformateurs avec la tête de liste des conservateurs est vraiment considérable. Et je pense que sociologiquement, si on étudie cette élection, on voit vraiment le plafond vert de chaque courant politique. À mon avis, les conservateurs, si on étudie l'évolution des élections depuis 1997
jusqu'à aujourd'hui, le maximum pouvoir de mobilisation des électeurs, c'est les scores d'Ahmadinejad, le deuxième tour en 2005, c'est-à-dire maximum 17 millions de voix. Raisi a pu gagner à peu près 16 millions de voix cette fois-ci. Jamais ils n'ont pas pu dépasser ça, entre parenthèses 2009. Et, alors que les réformateurs, Khatami a gagné l'élection en 97 avec 20 millions de voix, alors que la population, les électorats, on a 10 millions plus d'électeurs. Rouhani a gagné la dernière fois avec 18 millions, cette fois-ci avec 23 millions. Et on peut voir que le plafond vert des réformateurs, c'est aux alentours de 23-25 millions maximum de voix. Mais je pense que la base électorale des réformateurs, on peut compter jusqu'à 10 millions de voix. C'est le score de Hashemi Rafsanjani en 2005 qui a échoué contre Ahmadinejad. Merci. Bernard Orquette va nous quitter, mais je crois qu'on peut le remercier pour ses interventions. Et donc, si vous avez d'autres questions, monsieur? Je voulais savoir s'il y a une troisième voie en Iran. Je vous pose la question. Parce que le taux d'abstention est relativement d'abstention, je veux dire, est relativement fort. Ça reste assez fort. C'est-à-dire même là, c'est 27% environ. Il est bien évident qu'il y a un certain pourcentage toujours de gens qui nous votent de toute manière en dehors de toute opinion politique qui ne vont pas voter. Mais on voit qu'il y a une part très importante de la population qui s'abstient. Quelle est la signification de cette abstention? Est-ce qu'on a vu cela? Et quelle serait cette troisième voie? Parce que de toute manière, l'élection est truquée au départ du fait que les gens sont choisis et doivent recevoir un label de la part du régime de validité pour se présenter. Y a-t-il des projections pour estimer en cas d'une élection, je ne dis pas totalement libre, mais libérée de ce carcan-là, ce que cela donnerait? C'est difficile à dire parce qu'on n'a pas expérimenté, mais on peut donner des hypothèses. Je pense que de toute façon, on voit en fait cette 16 millions, 15 millions électeurs restent encore là. On ne peut pas dire que ça ne bougera pas, exactement. Pourtant, on peut... je pense... même en fait dans les grandes démocraties, on ne voit pas une participation de plus de 90%. La dernière fois, la participation la plus élevée dans l'élection présidentielle en Iran était à 85% en 2009. Et avec Moussavi Ahmadinejad, le deuxième mandat d'Ahmadinejad. Déjà, cet événement fait partie de raisonnement de certains électeurs qui ne votent pas, qui ne sont pas convaincus d'aller encore voter. Mais je pense qu'une grande partie des abstentionnistes, ils s'abstiennent de la politique. Pas forcément, ils sont pas forcément contre le régime politique, tout ça, comme partout. Il y a un pourcentage qui sont contre le régime politique, qui ne votent pas. Il y a des gens qui sont contre le régime politique, mais qui votent, parce que c'est pas vraiment la question qui se pose. Et c'est ça que je viens de dire. En fait, il y a une évolution. Et surtout, quelqu'un comme moi, qui a vécu 8 ans en Europe, qui a vu que de toute façon, parmi les candidats finaux d'une élection présidentielle en français, moi, je ne vois pas représenté en tant que, entre parenthèses, un citoyen français représenté par les candidats. Qu'est-ce que je dois faire? Je m'abstiens ou je participe à la vie politique?
Et ça, je pense qu'un grand parti, ils font plus un choix idéologique. Alors que moi, je me souviens très bien, en 2005, c'était vraiment un choix idéologique. Moi, si je vote, c'est-à-dire ça, cela. Non, je pense que cette sacralisation de bulletin de vote a changé sa signification en Iran. C'est-à-dire que ça se traduit pas de reconnaissance ou pas reconnaissance du régime politique. La question se pose pas, mais plus c'est mon droit. Et encore cette fois-ci, je pense que cette élection a contribué à convaincre quand même une partie des abstentionnistes à participer à la vie politique. Alors, par contre, parmi les abstentionnistes, je pense, de ce que j'ai pu en observer quand même, de différents témoignages, c'est quand même les jeunes qui seraient en perte de vitesse au niveau des votes, mais pas tous les jeunes, des milieux étudiants, pas mal quand même, mais en dessous d'un certain âge. À partir de 22, 23, 24, tous ces gens-là sont quand même très très engagés. Les statistiques montrent d'autres choses. Je sais pas. À la différence de la France, qu'il y a une force d'abstention chez les jeunes, en Iran, c'est plutôt les jeunes qui participent à l'élection, et c'est plutôt en fait les plus âgés. Non, justement, c'est plutôt ces jeunes. J'en ai vu vraiment des quantités, ils n'ont plus rien à faire des votes, enfin des jeunes, je veux dire, pas de ce que je disais. Et ils veulent... Sauf que les derniers jours, ils vont aller voter. Parce que c'est ça qui non, voir la carte. C'est ça qui montre les statistiques que à peu près 51% à un mois de l'élection, il y avait seulement 48% aux alentours de 50% qui ont été convaincus d'aller voter. Mais on voit des millions de gens qui vont voter les derniers jours. Merci. Une autre question, monsieur ? Oui, on était en désaccord, mais on discutera après. Je crois qu'il y avait en fait vraiment une confrontation entre les valeurs de cette révolution islamique et les valeurs modernes qui, depuis son début, son commencement, en fait, on voit vraiment qu'il y a un échec des valeurs de la révolution islamique, que ce soit sur le plan externe, extérieur, l'exportation de la révolution telle qu'il voulait, en fait, de départ, et aussi sur le plan intérieur. On voit que les valeurs modernes et les valeurs de progrès, vraiment, on peut dire que la société iranienne est en marche, pour reprendre le slogan qui est en vogue. L'échec extérieur, effectivement, parce que la révolution islamique iranienne, c'était pas une révolution arabe, donc son exportation était vouée à l'échec. C'était une révolution des Perses, des Ajams. C'était pas une révolution non plus sunnite, qui était en fait majoritairement les pays qui entourent l'Iran. Et également, il n'y avait pas d'économie, je dirais, islamique propre pour les deux, pôles existants à l'époque, qui étaient le capitalisme et le communisme. Donc, il a échoué très vite. Et sur le plan intérieur aussi, on voit que les valeurs traditionnelles qui étaient incarnées même par monsieur, par exemple, Raisi, il revient en fait de la spiritualité, l'évangélisme et les valeurs traditionnelles religieuses étaient en fait remplacées par des valeurs purement matérielles. Son programme, c'est tout ce qu'il proposait aux gens n'était pas l'ascétisme tel que ce courant voulait au départ. Vraiment, ils sont revenus, c'est-à-dire ils ont été rattrapés par la réalité. Et donc, oui, moi je suis optimiste comme vous, et la société iranienne est en marche. Je pense que les valeurs du progrès, de modernité, de réforme, de modération, et de tolérance et de paix vont effectivement être prépondérants dans les années qui viennent. Voilà. Vous souhaitez répondre ou bien quelques mots. D'abord, je m'oppose à tous les explications au niveau régional de chiites, sunnites, arabes, perses, tout ça. Je pense qu'on se ressemble beaucoup. Il n'y a pas vraiment cette clivage. La société moderne de la région
Il y a cette question, ça se pose peut-être dans une minorité qui ont peut-être le pouvoir ou pas, mais dans la société, les sociétés, je crois pas. Moi, je fais partie des gens qui je pense que c'est très à la mode de dire de mal de la révolution 1979, mais je pense que c'est l'entrée dans l'histoire du peuple iranien, de vraie l'entrée dans l'histoire qui a été commencée par la révolution constitutionnelle. Mais on voit après la révolution que les Iraniens, le peuple de base iranien, rentre dans l'histoire. C'est pour cela qu'une grande partie de classe populaire iranien n'est pas dans l'obsession de renverser la République islamique. Troisième chose, c'est qu'il y a une différence entre la révolution et le régime mis en place après la révolution. En plus, je pense que plus de l'égalité, la progression, quand on voit les discours des leaders, des différents leaders de la révolution, on voit que la progression, la liberté, l'égalité faisait partie des valeurs de la révolution. Du coup, moi, je pense au contraire qu'on est dans une phase de revenir aux valeurs principales de la révolution populaire. Et c'est ça qui se réunissent de nouveau, les différentes parties de la société iranienne. Et pour moi, en fait, c'est la seule explication de voir une société iranienne de nouveau réunir autour des valeurs pour lesquelles ils ont combattu pendant au moins un siècle. Ces valeurs étaient depuis la Constitution les valeurs modernes. Et Khomeini a été sur la vague de ces valeurs. Il y avait un mouvement gauchiste qui incarnait ces valeurs-là, les valeurs de progrès. Et les islamistes qui ont pris le pouvoir ont essayé en fait d'inclure en quelque sorte dans ces valeurs-là les valeurs traditionnelles. Et d'ailleurs, anti-occidentaliste, c'était un des moteurs, les motifs de cette révolution. Donc, l'échec de cette exportation de la révolution iranienne, c'était manifeste avec la guerre Iran-Irak. Et tous les pays sunnites ont rejeté, si vous voulez, la révolution iranienne. Ils n'ont pas copié à cette époque-là. L'Iran était très isolé et la révolution iranienne n'a pas su s'exporter. Voilà, c'est l'axe qu'ils ont essayé de produire avec les Hezbollah de Lubnan ou les chiites en Syrie. C'est tout simplement des alliances comme ça qui, c'est des alliances politiques. Je pense qu'en fait, ce que vous venez de dire, ça s'adresse seulement aux élites. Mais moi, je parle de la société, du peuple. Je pense que par exemple, Ayatollah Khomeini ou Ali Shariati, dans la continuité des mouvements de gauche en Iran, on peut traduire ces valeurs-là pour le peuple iranien. Et avant Shariati et avant Ayatollah Khomeini, il n'y avait pas, un peu Mossadegh, on peut dire, il n'y avait pas un leader politique qui parle aux gens. Toujours, les leaders politiques en Iran parlaient aux élites et entre soi. Et c'est ça qui est important, et c'est pour cela qu'ils étaient populaires, aussi populaires et encore populaires en Iran. Voilà. La fraternité entre les peuples, c'est manifeste. Les Français, les Iraniens, ils s'aiment vraiment. Nous, avec les sunnites, on n'a aucun problème, mais il y a aussi une réalité politique qui fait sa loi, et c'est là où je disais qu'il y a cette révolution. C'est échu sur le plan, disons, idéologie politique et sur le plan même intérieur, dans, disons, l'adoption des valeurs qu'il voulait éventuellement propager et promulguer. Écoutez, voilà, je crois que si vous en êtes d'accord, nous allons mettre un terme temporairement, en tout cas pour ce soir, sur l'élection iranienne et la situation de la société. Vous souhaitiez dire quelque chose? Comment? Vous souhaitiez
pose une question à propos de la liberté d'expression que vous avez. Vous travaillez en Iran. Est-ce que vous pouvez écrire ce que vous voulez Moi, je ne peux pas écrire ce que je veux, ni en Iran, ni en France. C'est mon expérience personnelle. Les degrés sont différents, bien évidemment. La censure en Iran est plus dure, mais la structure de pouvoir, c'est la nature de pouvoir. C'est comme ça. Et par contre, nous, les Iraniens, on a appris à travailler avec, à make deal avec. C'est une belle réponse. Merci infiniment. Voilà, ça va.